Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 16 juin 2022. Dans les actualités de ce jour, parlons de l'ouverture officielle de la conférence sur l'autosuffisance alimentaire. Justement, Madagascar est décidé à améliorer la production et la structure alimentaire afin de mettre en place l'autosuffisance alimentaire. La conférence régionale sur l'agriculture, l'élevage et l'autosuffisance alimentaire s'est ouverte aujourd'hui. Durant 3 jours, les participants se concerteront pour trouver des solutions afin d'améliorer la production et les conditions de vie des paysans. Au CCI VAT, reportage de Judicaël Ranjanirin. Les participants et acteurs à cette conférence nationale pour l'agriculture, l'élevage et l'autosuffisance alimentaire qui a débuté ce jour viennent de toutes les régions de Madagascar. Ce sont des paysans, des agriculteurs qui constituent les 80% de la population malagasy œuvrant dans la production, le monde rural et qui sont venus pour concerter avec le président de la République et les divers responsables pour l'amélioration de la production et les conditions de vie de ces paysans, car l'on sait que des problèmes existent dans ce secteur. Le but de cette conférence est de trouver des solutions à ces situations afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le premier débat de ce jour a été axé sur le développement de la production de l'alimentation de base qui est le riz. Madagascar a besoin de 5 millions de tonnes de riz par an, pourtant l'on produit que 4 millions actuellement. Si Madagascar augmente sa production à 25%, l'on peut atteindre l'autosuffisance rizicole. Ainsi, des solutions pour arriver à ce but ont été discutées, notamment l'appui aux paysans en matière de matériel, d'engrais et d'appui financier à travers une nouvelle structure qui est le guichet agricole. Mais parmi les plus importants est l'augmentation de la surface de production. Donc, le chef de l'État a proposé de faciliter l'accès au terrain des paysans. Parmi les exemples dans cet accès au terrain agricole est l'octroi de terrain dans la région Sofia, qui possède des terrains vastes aménageables et aidera à l'augmentation de la surface de production si cela est bien aménagé. Outre le riz, cette conférence nationale pour l'agriculture, l'élevage et l'autosuffisance alimentaire est une occasion pour parler des autres produits comme le manioc, le maïs et les autres produits transformables et exportables comme le cacao, la vanille et bien d'autres. Avant cette conférence, des enquêtes et des sondages ont été effectués et les solutions qui ont été trouvées seront remises ici pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place de la structure alimentaire tout en considérant les changements climatiques et bien d'autres. Madagascar n'est pas seul dans cette initiative, mais les partenaires internationaux sont là, comme le FAO ou encore l'Union européenne, qui ont remis au président un document qui rassemble les enquêtes, les essais et les recherches dans le but de la réforme et l'amélioration de la structure alimentaire à Madagascar. Et justement, Madagascar produira des armes selon le président de la République durant l'ouverture officielle de cette conférence pour l'autosuffisance alimentaire. Des armes puissantes qui contribueront à atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, laquelle se fera à travers l'agriculture et l'élevage qui sont un pilier pour le développement. Dans ce cadre, des productions de tous les produits typiques de chaque région seront mises en place tout en donnant des débouchés aux paysans afin de redresser l'économie. Dans un tout autre sujet à présent, ce qui fait l'actualité de ce jour également, le corps de la jeune fille de 21 ans, portée disparue le 13 juin dernier vers 14 h, a été retrouvé enterré dans un fossé non loin du domicile de son copain à Sabouti Andir au Muramang. Le mobile serait indifférent entre eux et ce serait son ex-partenaire et sa compagne actuelle qui seraient à l'origine de cette affaire. Mais Alvoaz Feren nous en dit plus. Des personnes avaient répandu de fausses informations selon lesquelles Sani, la jeune femme de 21 ans disparue, a été enlevée par une voiture 4x4 à Andir sur la route de Muramang il y a 2 jours. Selon les mêmes informations, les ravisseurs auraient demandé une rançon de 20 millions d'ariars et ont averti de ne pas appeler les forces de l'ordre sous peine de représailles. Selon les informations, elle aurait quitté son domicile pour rejoindre celui de son ex-copain. Ils se sont déjà séparés, mais cet ex-copain détenait encore son compte Facebook. Durant les recherches de Sani, le téléphone de sa grande sœur aurait reçu un SMS qui affirmait qu'une voiture 4x4 avait enlevé Sani et l'a emmenée à Antananarivo. À ce moment, pourtant, la jeune femme avait déjà été assassinée par son ex-copain et son partenaire actuel, car selon les informations, Sani perturbait leur relation. C'est grâce à la localisation du téléphone que l'on a découvert que c'est l'ex-copain qui avait envoyé les SMS. Sa compagne actuelle a été aussi enquêtée. Par la suite, elle est passée aux aveux et a indiqué l'endroit où ont été enterrés Sani.
Durant l'autopsie du corps, l'on a trouvé des marques de coups sur sa nuque, dans son dos. Le corps avait été complètement dénudé. L'enquête se poursuit concernant cette affaire. Les forces de l'ordre affirment qu'actuellement, des personnes se cachent derrière des affaires de kidnapping pour perpétrer des actes de déstabilisation. Les personnes qui déversent des rumeurs et des fausses informations sur les réseaux sociaux seront également enquêtées afin de stopper ces actes de déstabilisation qui foisonnent actuellement. Et face aux diverses affaires d'insécurité actuellement, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a affirmé qu'elle est toujours prête à coopérer avec les personnes de bonne volonté pour lutter contre toute forme d'insécurité et les pratiques corruptives. Le SEG a donné son numéro qui est le 034 14 019 80. Par ailleurs, s'il ne décroche pas, on peut lui envoyer un SMS en mentionnant clairement le quartier, la commune et le district où se trouvent les éventuels cas d'insécurité. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a souligné qu'il gardera confidentielles les informations pour la sécurité de ses informateurs. Et dans la page politique, le comité commun entre Madagascar et la France tiendra une réunion septembre prochain concernant les îles éparses. La première réunion s'est tenue en 2019 au palais d'Andafiavarach. Pour cette prochaine réunion, la France sera le pays hôte. Reportage de Saint-Sylvain. Restituer les îles éparses de l'océan Indien aux Malagasy, l'État actuel maintient ce cap comme le stipule le Conseil des ministres hier. Nous avons obtenu une échéance, selon toujours le rapport de ce Conseil, qui sera en septembre dernier, pour renforcer la demande de restitution des îles Malagasy aux Français. 5 personnes constituent le comité de concertation pour la restitution des îles éparses. À sa tête, le Premier ministre Ntsa Christian et les experts malagasy sur les droits internationaux, l'histoire et les relations internationales. Les discussions entre le comité français et celui malagasy durant la première réunion le 18 septembre 2019 au palais d'Andafiavarach se poursuivront. Durant cette première réunion, le sujet s'est focalisé sur la politique, la loi et l'histoire. Et d'après l'histoire, Madagascar a été déclarée colonie française en 1896. Les 5 îles éparses ont été parmi ces terres colonisées, notamment Bassas d'India, Europa, Tromlin, Île Glorieuse et Rohan de Nova. Quand nous avons obtenu notre indépendance, ce qui n'est pas été le cas de ces îles. Madagascar avait commencé à demander leur restitution en 1973, mais cela n'a pas eu de suite. En 1979, les Nations Unies ont déclaré que la France et Madagascar devront se concerter pour restituer ces îles aux Malagasy. Une déclaration qui a été renforcée et rappelée par le président de la République devant les chefs d'État et les chefs d'institutions du monde entier durant la 76e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021. 3 ans après la première réunion, la France sera le pays hôte de la prochaine réunion et accueillera le comité malagasy. La médiation de l'ONU est attendue pour la restitution de ces îles aux mains des Malagasy. 90% des constructions à Antananarive ne respectent pas les normes, affirme une architecte. Souvent, les gens font appel à des particuliers pour le faire. Pourtant, l'acte de bâtir nécessite un savoir-faire particulier. C'est exactement la raison pour laquelle une association de professionnels en construction existe à Madagascar. Ils octroient également des formations aux jeunes étudiants qui se trouvent face à une difficulté financière mais qui sont désireux de poursuivre leurs études. Le trophée pour jeunes Kobatiens 2022 a été remis ce jour. Un reportage de Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Nombreux Malagasy n'engagent pas d'experts lors de la construction de maisons. Cela est dû au manque de ressources disponibles. Résultat, près de 90% des maisons d'Antananarive ne répondent pas aux normes, selon une architecte. C'est justement cette raison qui a poussé Louvassou, étudiant au lycée technique de Mantassou, à étudier la maçonnerie gros œuvre ou MGO. Son objectif est de devenir ingénieur à la fin de ses études. Malgré le manque d'argent, il a persévéré, ce qui lui a valu d'être sélectionné comme jeune Kobatien en 2022. Et aujourd'hui, il a reçu le trophée. Le Kobati Arrive est une organisation de 13 membres impliqués dans la construction de logements et l'urbanisme. Ils ont réitéré ce jour leur volonté de coopérer avec l'État dans la réalisation de la construction de la nouvelle ville.
Dans les actualités internationales de ce soir, l'Union générale tunisienne du travail a lancé aujourd'hui un appel à la grève dans le secteur public en réaction à la hausse de l'inflation. De concert avec l'opposition, la centrale syndicale accuse également le président Kaïs Saïed de renforcer sa mainmise sur le pouvoir depuis juillet dernier. France 24. Je me trouve actuellement en plein centre-ville de Tunis, dans la principale station de tramway qui dessert tout le centre-ville, la station du Passage. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, cette station est complètement à l'arrêt alors qu'elle est habituellement bondée de monde. Cette grève générale de l'UGTT a mobilisé beaucoup de transports, mais aussi les aéroports où tous les vols ont été suspendus en raison d'une grève de l'aviation et aussi de la compagnie aérienne Tunisair. Aujourd'hui, cette grève générale, si elle a mobilisé sur tout le territoire tunisien, le secteur public, reste pour les membres de l'UGTT une grève avant tout liée aux enjeux économiques, puisque l'UGTT dénonce la rupture du dialogue social avec le gouvernement sur plusieurs négociations salariales, des accords qui n'ont pas été appliqués et aussi un accord avec le Fonds monétaire international en vue d'un prêt qui aujourd'hui ne satisfait pas certaines conditions de l'UGTT. Mais derrière cette crise et ce bras de fer, il y a aussi une crise politique puisque l'UGTT s'est opposé à Kaïs Saïed, le président de la République, en refusant de participer à son dialogue, un dialogue national en vue de faire une réforme constitutionnelle présentée à un référendum à la fin juillet. Aujourd'hui, en marge de la grève, le secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, a déclaré que ce dialogue n'était pas une solution et que l'UGTT ne voulait pas faire de la figuration, d'où son refus de participer à ce dialogue. Et selon la police fédérale brésilienne qui s'est adressée aux journalistes hier, un suspect est passé aux aveux et a mené les enquêteurs sur les lieux où sont enterrés le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert brésilien Bruno Pereira, disparus depuis le mois de juin en Amazonie. Les corps doivent être formellement identifiés avant d'être restitués à leur famille. France 24. Alors, les derniers éléments dont on dispose, c'est que ces restes humains retrouvés doivent être acheminés de l'Amazonie jusqu'à Brasilia, où ils seront analysés. Mais selon la police fédérale, ces restes retrouvés appartiennent très certainement au spécialiste des questions indigènes Bruno Pereira et au journaliste britannique Dom Phillips, disparu depuis le 5 juin dernier en Amazonie brésilienne. L'annonce de la localisation de ces restes humains a été faite par les autorités brésilienne ce mercredi 15 juin, après que l'un des principaux suspects dans cette affaire, Amarildo da Costa Oliveira, connu sous le nom de Pelado, ait avoué son implication dans le meurtre de Dom et Bruno, sans préciser son rôle exactement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce pêcheur de 41 ans avait été arrêté le 7 juin dernier, après que des témoins l'aient vu passer à vive allure sur un bateau dans la même direction que l'embarcation de Dom et Bruno, juste avant leur disparition. En tout cas, ce pêcheur aurait mené les autorités jusqu'à l'endroit où il aurait enterré les corps et où effectivement des restes humains ont donc été retrouvés. Et concernant le motif de ce meurtre, la police, il n'a pas encore été déterminé, mais la police tente de déterminer un lien entre ce meurtre et la pêche illégale et le narcotrafic dans cette région. Oui, alors vous l'avez dit, la région dans laquelle Dom et Bruno travaillaient et où ils ont disparu est une région extrêmement complexe, voire dangereuse. Elle se trouve à la frontière avec le Pérou et la Colombie et elle est au cœur d'un important réseau de narcotrafic. Et en tout cas, le spécialiste des questions indigènes Bruno Pereira dénonçait depuis plusieurs années le manque de moyens et les coupes budgétaires du gouvernement de Jair Bolsonaro, mises à disposition de la police environnementale qui patrouillait de moins en moins, laissant le champ libre aux orpailleurs, aux pêcheurs et aux coupeurs de bois illégaux. Il avait reçu à de nombreuses reprises des menaces de mort, y compris quelques jours, selon des témoins sur place, y compris quelques jours avant son voyage entrepris avec Dom. Et pour rappel, le Brésil est le 4e pays au monde où les activistes environnementaux se font le plus assassiner. Et plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Goma, à la frontière avec le Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour dénoncer l'agression rwandaise et exprimer leur soutien à l'armée congolaise dans un contexte de tension maximale entre Kinshasa et Kigali. France 24 toujours.
Premièrement, l'avènement du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il me semble être la première raison parce que pour les M23, c'était une occasion de se faire entendre et essayer de faire exécuter les accords de 2013 sous le président Kabila et ceux de 2019 sous Tshisekedi. Et donc, oui, je pense qu'ils ont profité de cette fenêtre-là pour se faire attendre, mais aussi pour pousser afin qu'ils soient pris en compte dans cette nouvelle dynamique, alors même que cette nouvelle dynamique, elle est en contradiction avec les précédents dialogues, parce que cette fois-ci, on a décidé qu'il n'est plus possible de déverser le rebelle dans l'armée nationale. Donc, il n'y aura pas possibilité de reconnaître le grade de ceux qui sont dans les groupes armés, ni de leur donner de poste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui inquiète les M23. Oui, il y a des preuves qui ont été présentées, notamment des militaires qui ont été arrêtés sur le sol congolais, encore plus précisément, surtout avec la prise de Bunagana. On a vu des vidéos avec des militaires qui sont présents sur le territoire congolais. Et il y a d'ailleurs les Américains qui ont aussi confirmé cela et ils ont d'ailleurs dénoncé la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Absolument, je crois que les États au niveau international commencent à réagir. Bien sûr, les discours sont encore timides, les prises de position semblent aller dans le sens de demander plus l'apaisement, sans forcément indexer tel ou tel État. C'est compréhensible, mais en même temps, il y a une situation qui peut être explosive, d'où il y a nécessité à ce qu'il y ait plus d'engagement diplomatique, mais aussi peut-être arriver même à des sanctions ciblées. Oui, je pense que les efforts diplomatiques sont à saluer et ils se poursuivent hors caméra, mais il est difficile de savoir s'ils vont aboutir alors que les discours se radicalisent. Donc, il y a nécessité à ce qu'on parle plus fait et qu'on dénonce aussi des discours qui se radicalisent et qui n'aident pas en fait à ce que l'on puisse trouver un intérêt d'attente. Mais bien sûr, encore aussi, on doit exactement dire les choses telles qu'elles sont et dénoncer les soutiens aux groupes armés, mais aussi en fait avoir une idée plus claire du retour de la paix dans le Congo et aussi cibler tous les autres groupes armés qui continuent à tuer. Parce que là, quand on parle du M23, en même temps, il y a beaucoup de victimes qui sont en train d'être tuées à Beni et à Ituri. On ne devrait pas oublier d'autres conflits. Le M23, c'est l'un des conflits à l'est du Congo, mais il y en a d'autres et qui sont en train de faire des victimes. C'est important d'en parler. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programme sur notre chaîne. Au revoir.